Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier en compagnie de Claude Lafleur et Cédric Caillot, et avec ce balado nous entamons donc la 9e année de Voyage dans l'espace. C'était il y a 9 ans que Claude et Mathieu ont amorcé cette belle aventure. Depuis, l'équipage a bien grandi puisqu'elle comprend désormais Laurent Runigo, Dylan Baillargeon, Cédric Caillot et bien entendu Claude Lafleur et moi-même. À nous 5, nous pourrions faire voler une navette spatiale, Claude. Exactement. En fait, on peut ajouter que nous ne sommes pas seuls dans cette belle aventure. Il y a aussi tous ceux et celles qui, via Patreon, nous appuient financièrement, ce qui est extrêmement précieux pour nous. Il y a aussi tous ceux et celles qui communiquent avec nous, qui nous adressent de beaux mots, qui nous font des commentaires judicieux, qui nous suggèrent des sujets ou qui nous posent des questions. Tout ça, là, c'est vraiment très stimulant pour nous. Et bien entendu, il y a vous, là, tous ceux et celles qui écoutez nos balados. Évidemment, si vous n'étiez pas là, nous n'y serions pas non plus. Soit dit en passant, sachez que chacun de nos balados est écouté en moyenne plus de 8000 fois, ce qui est franchement formidable pour nous. Moi, je ne m'attendais pas, en faisant des exposés scientifiques, parce que dans le fond, c'est un exposé scientifique qu'on fait toutes les 2 semaines, qu'on ait autant d'auditeurs et d'auditrices. C'est vraiment très, très formidable pour nous. On peut rappeler enfin que nous diffusons nos balados, nos nouveaux balados, c'est toujours le premier et le 3e dimanche de chaque mois, et non pas à toutes les 2 semaines, c'est donc 1er et 3e dimanche. On peut aussi rappeler que nos supporters Patreon, eux, ont le privilège d'écouter ces balados-là 2 semaines avant tout le monde. Donc, le balado que vous écoutez aujourd'hui, il a déjà été écouté il y a 2 semaines par nos supporters. Nos supporters qui ont aussi accès à nos fascicules. Les fascicules, là, c'est des espèces de petits livres, c'est sous format de PDF, ça a une 30aine de pages. Ça reprend le texte qu'on va vous jouer aujourd'hui, mais en même temps, on rajoute de l'information, on rajoute des photos, il y a des tableaux. C'est un compagnon, je pense, très intéressant pour les balados, pour ceux qui veulent en savoir plus. Puis il y a aussi beaucoup de références, donc pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est ainsi que quelqu'un qui devient Patreon aujourd'hui, il y aurait déjà accès à une bonne centaine de fascicules, parce que chaque balado n'a pas nécessairement un fascicule, mais il y en a une bonne centaine. Donc, vous pourriez avoir accès, si vous devenez Patreon, vous nous supportez, vous jouez un rôle important pour nous. Puis en même temps, vous avez une bonne centaine de merveilleux petits livres qui vous attendent. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans la course à la Lune à laquelle nous assistons entre Américains et Chinois, car oui, il y a bien une course. Comme vous savez, les Américains s'apprêtent à lancer un premier équipage. Les 4 astronautes de la mission Artemis 2, qui inclut un Canadien, devraient aller contourner la Lune avant de revenir sur Terre. Ils ne se placeront pas en orbite à la différence des astronautes d'Apollo 8 en décembre 68. Eh oui, Florent, en 2026, le retour de l'homme sur la Lune va probablement s'accélérer de manière très concrète. On a effectivement les Américains qui s'apprêtent à lancer leur 2e mission Artemis, et dans le même temps, les Chinois qui s'apprêtent à tester leur nouvelle fusée lunaire. On pourrait donc assister, ces prochains mois, au début d'une course qui vise à faire parvenir des astronautes sur la Lune d'ici 2030, et de s'y installer, ce qui serait une première spatiale. Et oui, mais comme en témoignent les événements des dernières années, et particulièrement les tergiversations de la dernière année, l'issue de cette course s'annonce incertaine. Sous certains aspects, cette course s'assimile à celle des années 60 entre Américains et Soviétiques, mais cette fois, le résultat final pourrait être très différent. C'est en 2004 que les Américains ont entrepris de retourner sur la Lune, tandis que les Chinois s'y sont engagés 20 ans plus tard. Ces derniers semblent rapidement combler leur retard cependant, et ils pourraient même prendre les devants sous peu si ce n'est pas déjà fait. Car alors que les Chinois marquent des progrès constants, les Américains se sont plongés dans la tourmente des changements de cap brusques et d'une certaine indécision chronique. Et contrairement à la course des années 60, alors qu'on ne connaissait pratiquement rien de ce que mijotaient les soviétiques, voilà que la course vers la Lune se fait cette fois-ci au vu et au su de tous. En effet, notons cependant que cette course se déroule sur des années. C'est-à-dire qu'aux yeux des médias et du grand public, elle peut sembler se dérouler à pas de tortue. Ainsi, plus de 3 années se seront écoulées entre les 2 premières missions Artemis,
et possiblement encore bien davantage avant la mission suivante, Artemis 3. Bref, il nous faut faire preuve d'énormément de patience dans cette course. Pourquoi est-ce si long ? La première question qui saute aux yeux lorsqu'on parle de renvoyer des astronautes sur la Lune est bien entendu pourquoi faut-il tant de temps pour s'y préparer ? Les Américains ayant déjà acquis le savoir-faire et le matériel dans les années 1960, ils devraient pouvoir retourner rapidement sur la Lune. Pourtant, ils s'y préparent activement depuis plus de 20 ans et plusieurs années s'écoulent entre chaque mission Artemis, là où il n'y avait que quelques mois entre les missions Gemini et Apollo. De leur côté, les Chinois envoient des sondes automatiques sur la Lune, y compris sur la face cachée depuis une vingtaine d'années. Pourquoi donc leur faut-il encore de longues années pour y envoyer des astronautes ? Qui plus est, les deux camps maintiennent constamment sur orbite terrestre des équipages à bord de stations orbitales. Après tout, la Lune n'est pas si loin que cela, à 385 000 km de nous. Elle est bien plus proche que Mars, alors pourquoi faut-il autant de temps pour fouler à nouveau le régolithe lunaire, Claude ? La réponse courte à ces questions, c'est qu'il est nécessaire de développer des vaisseaux entièrement différents par rapport au matériel Apollo et aux sondes lunaires chinoises. En fait, se poser des humains sur la Lune est une opération nettement plus complexe qu'opérer des stations orbitales à 400 km d'altitude. Et ajoutons que ce à quoi nous assistons présentement est d'autant plus complexe que le but des programmes américains et chinois est non seulement de parvenir sur la Lune, mais d'y installer une base qui sera opérée de façon automatique et aussi par des astronautes durant des années. C'est du moins l'intention exprimée par les deux camps. Mais rien ne garantit que ce sera le cas lorsque viendra le temps de considérer les problèmes logistiques et surtout les coûts. Voici qui complique drôlement les choses par rapport à la course à la Lune des années 60, où il ne s'agissait que d'y parvenir les premiers et de réaliser de courtes expéditions sur le sol lunaire. Dans le cas présent, il s'agit donc de développer toute une panoplie de vaisseaux et de matériel qui permettront de s'installer sur la Lune à des coûts qu'on espère raisonnables. Il aurait très certainement été prohibitif d'opérer une base lunaire en recourant au matériel Apollo. C'est pour cette raison que les Américains s'étaient dotés d'une navette spatiale, qui s'était là s'avérer beaucoup trop complexe et onéreuse à opérer. En outre, se poser sur la Lune puis revenir sur Terre impose des contraintes techniques nettement plus élevées que l'occupation d'une station orbitale. Ainsi, pour se placer sur une orbite terrestre, il faut acquérir une vitesse de 28 000 km/h. Pour se rendre jusqu'à la Lune, en revanche, il faut se propulser à la vitesse de 40 000 km/h. Voilà qui fait toute une différence et qui exige par conséquent des fusées nettement plus puissantes. Et oui, il faut déjà bien comprendre que se poser sur la Lune est autrement plus complexe que de rejoindre une station orbitale. Mais en plus, opérer une mission lunaire présente des risques beaucoup plus grands qu'opérer sur une orbite terrestre. En effet, en cas de pépin grave, un vaisseau qui peut être endommagé, une urgence médicale, par exemple, comme ça vient de survenir d'ailleurs à bord de l'ISS, les occupants d'une station orbitale peuvent revenir sur Terre en quelques heures seulement. Par contre, les astronautes qui s'aventurent jusqu'à la Lune ne peuvent pas regagner la Terre avant plusieurs jours, comme l'a vécu l'équipage d'Apollo 13 par exemple. Enfin, lors de son retour sur Terre, une capsule traverse l'atmosphère terrestre à vive allure, puisqu'elle doit perdre la vitesse acquise au décollage. Encore là, revenir sur Terre à 40 000 km/h plutôt qu'à 28 000 km/h fait toute une différence. C'est ainsi que expédier un équipage vers une station orbitale nécessite des fusées dont la masse au décollage s'élève aux environs de 400 tonnes. Par contre, pour se rendre jusqu'à la Lune, les fusées requises ont une masse au décollage dépassant les 2000 tonnes. Cette masse étant constituée à 90% de carburant, c'est dire qu'il faut grosso modo 5 fois plus d'énergie pour réaliser une mission lunaire qu'une opération en station orbitale. Voilà qui illustre les difficultés d'y envoyer des humains sur la Lune. Les origines de la course. On peut faire remonter les origines du programme Artemis au samedi 1er février 2003.
Ce jour-là, si vous étiez devant l'actualité, il y a très exactement 23 ans, en ce dimanche de diffusion de ce balado, 7 astronautes à bord de la navette Columbia revenaient sur Terre au terme d'une mission de 16 jours sans histoire. Et oui, c'était il y a 23 ans et c'est un des jours où je me souviens exactement où j'étais, ce que je faisais au moment où on a appris la perte de Columbia. En fait, ce que je faisais, je regardais l'atterrissage comme je le faisais à l'époque en tout temps. Or, tout contact radio avait été perdu comme prévu avec la navette, mais alors que celle-ci survolait le sud des États-Unis pour se poser à Cap Canaveral comme elle le fait d'habitude. Mais bientôt, le silence s'est éternisé. Il faudra de longues minutes pour qu'on comprenne que quelque chose de grave, de très grave, s'était produit. Et bientôt, des rapports nous parviennent de témoins qui, en Californie, en Arizona, au Nouveau-Mexique, c'est-à-dire les États survolés par Columbia, venaient de voir une boule de feu se désintégrer dans le ciel. Et finalement, quantité de débris se sont abattus sur le Texas. Oui, en 2003, c'était la seconde fois en 18 ans qu'un équipage de la navette périssait lors d'un vol. Et la NASA s'est alors retrouvée à nouveau plongée dans la tourmente. Comme en 1986, une commission d'enquête est chargée de faire la lumière sur les causes de la tragédie. Et comme en 1986, la perte d'une navette remet en question le programme spatial américain, et plus particulièrement la notion d'homme dans l'espace. Vaut-il vraiment la peine de risquer des vies humaines pour explorer l'espace, se demande-t-on ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'en tenir à des robots ? Deux questions s'imposent immédiatement. Que faire des navettes ? Les remettre en état de vol ou les abandonner ? Et que faire de la Station spatiale internationale où séjournent déjà des astronautes ? À l'époque, celle-ci n'est assemblée qu'au quart, alors que des équipages de 3 personnes y vivent et y travaillent sans relâche. Devrait-on abandonner ce projet ou le poursuivre ? Et si on le poursuit, de quelle façon ? En fin de compte, il revient au président George Bush fils de trancher la question. Or, 1 an plus tard, celui-ci décide de foncer à vive allure, c'est-à-dire de retourner sur la Lune et pourquoi pas de poursuivre jusqu'à Mars. Voilà que Bush prend tout le monde par surprise, en faisant preuve d'une grande audace. Concrètement, le 14 janvier 2004, Bush décrète la fin des vols de navettes une fois que l'assemblage de la station spatiale sera terminé, ce qui est prévu pour fin 2010. De plus, George Bush décrète que dorénavant, l'ISS servira principalement à préparer le retour des astronautes sur la Lune et la conquête de Mars. Par conséquent, il ordonne la conception d'une capsule spatiale qui servira à acheminer les astronautes sur la Lune, puis à explorer l'espace lointain. Cette capsule est dite CEV pour Crew Exploration Vehicle et sera lancée par une fusée géante du calibre de la Saturn V. Ce plan très ambitieux est baptisé Vision for Space Exploration, VSE. Et curieusement, ce plan s'assimile de près au plan proposé par son père 15 ans plus tôt. Le 20 juillet 1989, à l'occasion du 20e anniversaire d'Apollo 11, George Bush père avait en effet proposé d'envoyer des astronautes sur la Lune d'ici l'an 2000 dans le cadre d'un projet baptisé SEI pour Space Exploration Initiative. Selon les scénarios envisagés à l'époque, la NASA installerait sur la Lune une base dans laquelle se succéderont 8 personnes pour des séjours de 12 mois. Cette base servirait entre autres à développer le savoir-faire nécessaire pour se rendre jusqu'à Mars. Et voilà que 15 ans plus tard, Bush fils propose un scénario assez semblable, mais avec comme date de retour sur la Lune d'ici 2020. Toutefois, tel que relaté dans le balado 71, au terme de sa présidence en 2008, cette vision de l'exploration spatiale n'avait guère progressé. Arrive alors au pouvoir Barack Obama, qui, comme le font souvent les nouveaux présidents, réexamine le tout. À cette fin, Obama confie à un comité d'experts indépendants le soin de faire le point sur la vision de son prédécesseur. Le 22 octobre 2009, ce comité rend public une analyse détaillée de 157 pages. Dès les premières lignes, on y dresse un triste bilan du programme VSE en cours depuis maintenant 5 ans et demi. On dit
Ce programme semble être sur une voie inatteignable, tranche-t-on. Il perpétue la fâcheuse habitude de fixer des objectifs sans pour autant leur allouer les fonds nécessaires. Ce comité estime en effet que le programme VSE n'aurait reçu que les 2/3 des fonds nécessaires pour sa réalisation. En conséquence, le 1er février 2010, le couperet tombe. Barack Obama ordonne son abandon pur et simple. À la place, il préconise la conception par des firmes privées de systèmes de transport vers l'orbite terrestre. Désormais, le transport d'astronautes relèvera du privé, décrète-t-il. La NASA se consacrant au développement d'une gamme de technologies d'exploration innovatrices qui, tel que le souhaite Obama, permettra un jour d'explorer le système solaire. Ce plan, très vague quant au rôle que les astronautes joueront par-delà l'opération de la Station spatiale internationale, soulève un tollé de critiques. En particulier, les élus au Congrès, en provenance des États qui subiront le plus sévèrement les 11 500 pertes d'emplois découlant de l'annulation du programme VSE, sont d'autant plus critiques qu'ils font face à leur réélection de mi-mandat. C'est ainsi que, en fin de compte, le Sénat ordonne la mise en chantier d'une nouvelle fusée baptisée SLS pour Space Launch System. Cette fusée doit être en opération au plus tard le 31 décembre 2016. Décrète le Sénat. Remarquez, nous sommes 9 ans plus tard et la fusée SLS n'a volé qu'une seule fois. Et oui, et de son côté, Barack Obama se voit contraint de faire marche arrière en proposant un nouveau programme d'envergure. Il prône désormais une série de missions habitées qui devraient s'amorcer au début des années 2020 afin de mettre au point une capsule baptisée Orion qui permettra de s'aventurer dans l'espace lointain. À partir de 2025, énonce-t-il, ce nouveau vaisseau devrait nous permettre de nous aventurer pour la première fois au-delà de la Lune. Le président propose ainsi d'aller explorer un astéroïde plutôt que de retourner sur la Lune, où nous sommes déjà allés, fait-il remarquer. Puis, poursuit-il, à partir du milieu des années 2030, je pense que nous pourrons envoyer des équipages en orbite autour de Mars, avant de s'y poser par la suite. Ce sont là les assises du programme Artemis, qui ne porte cependant pas encore ce nom. Néanmoins, sans cesse l'idée de s'aventurer par-delà l'orbite terrestre fait du surplace. C'est ainsi que le 14 janvier 2016, soit 12 ans après l'annonce de Bush fils, une cinquantaine de milliards de dollars ont été dépensés sans qu'aucune opération spatiale n'ait été réalisée. En comparaison, dans les années 1960, la NASA n'avait mis que 8 années pour se rendre sur la Lune. Mais 2016 est une année électorale. Qu'importe qui l'emportera de Hillary Clinton ou de Donald Trump, un nouveau président s'installera à la Maison-Blanche le 20 janvier 2017. Évidemment, aujourd'hui, on connaît la suite. C'est le début de 4 années d'une présidence chaotique et de confrontation comme on n'en a encore jamais vu, au moins jusqu'ici. Oui, parce que la deuxième a été un autre voyage. Trump est d'ailleurs pressé, on en a l'habitude, de voir les choses bouger. Il commande l'envoi d'astronautes autour de la Lune avant les élections de 2020. Voilà qui lui permettrait donc d'offrir un triomphe semblable à celui d'Apollo 8, et ce, juste à temps pour sa réélection. C'est dire aussi que le nouveau président bouscule une fois de plus les objectifs que la NASA doit remplir. 8 ans plus tard, le 5 octobre, son vice-président précise « Nous allons retourner des astronautes américains sur la Lune, non seulement pour y laisser nos empreintes et planter notre drapeau, mais également pour y poser les bases dont nous avons besoin pour expédier des Américains vers Mars et encore plus loin. » Enfin, le 13 mai 2019, l'administrateur de la NASA annonce que ce projet est baptisé Artemis. La première fois que l'humanité s'est rendue sur la Lune, c'était sous l'appellation d'Apollo, explique-t-il. Et le programme Apollo a marqué l'histoire. Or, Apollon avait une sœur jumelle, Artémis, qui est en plus la déesse de la Lune.
Je considère donc comme merveilleux l'idée que, 50 ans après Apollo, le programme Artemis acheminera le prochain homme ou la première femme sur la Lune. Pour sa part, Donald Trump ordonne que l'envoi d'un premier équipage sur le sol lunaire soit devancé de 4 années, soit dès 2024 plutôt que 2028. Et pendant ce temps, en Chine, bien entendu, pour qu'il y ait course, il faut être deux. Dans les années 1960, la course à la Lune s'est déroulée entre Américains et Soviétiques. Cette fois, on se demande si la Chine s'engagera dans la compétition. Dans un premier temps, comme les Soviétiques d'antan, ils se montrent plutôt réticents tout en cultivant une certaine confusion, Claude. Effectivement, tel que raconté dans le balado 120 des Chinois sur la Lune, au début des années 2000, la Chine s'est engagée dans un ambitieux programme d'exploration de la Lune à l'aide de robots. Il laisse également entendre que des Chinois fouleront un jour le sol lunaire. Cependant, il n'est jamais clair si ce jour viendra selon un échéancier comparable à celui des Américains. Et tout au long des années 2000, en effet, on a plutôt l'impression que ce n'est pas le cas. Mais rien n'est moins sûr, car de temps à autre, les Chinois laissent filer des déclarations contradictoires ou énigmatiques. Cherchent-ils à faire comme les Soviétiques en entretenant la confusion, ou sont-ils réellement indécis et en questionnement ? Voilà qui intrigue, et qui alimente les espoirs des nostalgiques des années 60 qui, en Occident, rêvent d'assister à une nouvelle course à la Lune. À partir de 2007, la Chine lance vers notre satellite naturel une série de sondes dites Chang'e, nom d'une princesse mythologique, à commencer par Chang'e 1 qui se place sur orbite pour dresser une carte en 3 dimensions de la surface lunaire. Cette mission est poursuivie par Chang'e 2 lancée en 2010. Puis en 2013, la Chine réussit du premier coup à s'y poser. C'est là un bel exploit compte tenu de la multitude d'échecs que subiront par la suite différentes entreprises privées et agences spatiales gouvernementales, comme les Russes il n'y a pas si longtemps. Elle réédite l'exploit en 2018, tandis qu'en 2020, Chang'e 5 rapporte sur Terre 1700 grammes d'échantillons de sol lunaire, une première en 45 ans. Et enfin, en 2024, la Chine accomplit une grande première en rapportant 2 kilos d'échantillons de la face cachée de la Lune. Notons qu'à ce jour, ce pays est le seul à avoir accompli avec succès toutes ses missions lunaires. Effectivement, c'est une belle réalisation. Ajoutons que fréquemment, tout au long de la réalisation des missions Chang'e, les Chinois évoquent le jour où l'un des leurs posera le pied sur la Lune, sans pour autant donner des précisions, entretenant même une certaine confusion. Sont-ils en course non déclarée avec les Américains, se demandent les observateurs. En mars 2021, la Chine surprend tout le monde. Elle annonce le projet d'une base lunaire qu'elle réalisera en partenariat avec la Russie. Ce projet comprendrait des installations orbitales et sur le sol, afin de mener des recherches scientifiques et des démonstrations technologiques. On nous précise que ce projet, baptisé ILRS pour International Lunar Research Station, servira de plateforme internationale pour réaliser des expériences scientifiques et pour l'exploitation minière de la Lune. En outre, l'ILRS posera les bases d'une exploration et d'une exploitation à plus grande échelle de la Lune. Sur le coup, en Occident, on interprète cette annonce comme le prélude à l'installation d'une base lunaire plus ou moins semblable à celle que préconisent les Américains en partenariat avec divers pays occidentaux dans le cadre du programme Artemis. Oui, et en décembre 2021, un haut responsable du programme des vols humains chinois confirme que son pays se prépare à l'envoi d'hommes sur la Lune. Le mois suivant, on précise que l'envoi d'astronautes chinois sur la Lune devrait survenir d'ici les 5 prochaines années. On dit même que ce projet est une réponse directe au programme Artemis. C'est finalement en mai 2023 que la Chine annonce officiellement qu'elle enverra des astronautes sur la Lune d'ici 2030. Il y a donc bel et bien une course à la Lune engagée entre Américains et Chinois. Comment se rend-on sur la Lune ?
Il y a différentes façons de parvenir sur le sol lunaire, chacune présentant ses avantages et son lot de contraintes techniques. Nous avons tout d'abord le scénario à la Tintin. La plus célèbre façon, car merveilleusement illustrée par Hergé dans ses albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune, est de faire parvenir tout le vaisseau sur le sol lunaire, puis de le ramener en entier sur Terre. Cette formule est en apparence fort séduisante puisqu'elle paraît simple et qu'elle s'assimile à un voyage en avion ou en navire. On pourrait même se servir à nouveau du vaisseau lunaire, de la même manière qu'on réutilise nos avions et nos navires. Il s'agit toutefois d'une façon de faire impraticable car elle exigerait des quantités phénoménales d'énergie, donc de carburant, et contrairement à ce qu'illustre Hergé. C'est même une formule qu'on pourrait qualifier de stupide. En effet, s'il est séduisant de se poser directement sur la Lune en provenance de la Terre, comme l'illustre Hergé, cette formule implique qu'on achemine sur le sol lunaire tout le carburant et le matériel nécessaire pour revenir sur Terre, dont les parachutes et surtout la protection thermique nécessaire pour éviter que notre vaisseau spatial ne se consume dans l'atmosphère terrestre à la manière d'une météorite. Ce serait un peu comme si, au décollage d'un avion, on emportait avec nous tout le carburant nécessaire pour son retour. Et, dans le cas de la Lune, emporter encore bien davantage de bagages inutiles pour l'exploration du sol lunaire. Voilà pourquoi on a rapidement imaginé des scénarios utilisant 2 vaisseaux spatiaux. L'un pour transporter l'équipage entre la Terre et la Lune, et l'autre pour atteindre la surface lunaire. Il faut cependant prévoir la rencontre dans l'espace de ces 2 vaisseaux, ce qui n'est pas une mince affaire. 2 formules sont alors envisageables. La rencontre en orbite autour de la Terre ou encore la rencontre autour de la Lune. Deuxième solution qui vient ensuite, le scénario Apollo. Et un premier projet envisagé au début du programme Apollo consistait à lancer séparément 2 vaisseaux qui se rencontreraient en orbite autour de la Terre avant de s'élancer vers la Lune. Cela offrait comme grand avantage le recours à des fusées nettement moins puissantes qu'une Saturne V. Et en outre, la rencontre et l'arrimage de vaisseaux en orbite terrestre est une opération beaucoup plus facile à réaliser et moins risquée qu'un rendez-vous autour de la Lune. Pourtant, le scénario privilégié dans le cas d'Apollo a plutôt été celui de lancer les 2 vaisseaux à l'aide d'une seule fusée, d'une Saturne V, une fusée dont la taille est celle d'un édifice de 36 étages. C'est colossal hein, quand on y pense. J'en ai déjà parlé dans un balado précédent. Si vous allez dans une grande ville, recherchez un édifice de 36 étages, ce qui n'est pas si facile que ça à trouver, et comparez ça à la taille d'une Saturne V. C'était vraiment une fusée gigantesque. Celle-ci plaçait sur orbite terrestre son 3e étage, transportant les 2 vaisseaux lunaires. Techniquement, ce 3e étage est dit S4B. Il transporte le module lunaire qu'on appelle un LEM pour Lunar Module et le vaisseau Apollo qu'on appelle CSM pour Command and Service Module, module de service et de commande. Ce 3e étage propulsait donc l'ensemble vers la Lune. Puis, chemin faisant, le CSM se détachait de l'ensemble, pivotait sur lui-même pour aller s'arrimer au LEM et le détacher du S4B. Le tandem CSM-LM poursuivait alors sa route vers la Lune, tandis que le S4B était soit placé sur orbite autour du Soleil ou soit amené à percuter la Lune. Bien entendu, si jamais l'équipage ne parvenait pas à arrimer son CSM au LEM, leur mission serait compromise, ce qui a bien failli se produire lors de la mission Apollo 14. Après 3 jours de vol, le tandem se plaçait sur orbite autour de la Lune. Puis, le lendemain, 2 astronautes prenaient place dans le LEM, le détachaient du CSM et allaient se poser sur la Lune. Après de 1 à 3 journées passées à explorer le sol lunaire, les 2 hommes s'envolaient afin d'aller rejoindre leurs coéquipiers demeurés à bord du CSM. Bien entendu, s'ils avaient été incapables de rejoindre le CSM, les 2 explorateurs lunaires auraient été condamnés. Puis, une fois arrimés, ils regagnaient l'intérieur de la capsule Apollo, en transférant avec eux tout le matériel rapporté de la Lune, dont les précieux échantillons,
des films, des pellicules photos et le matériel scientifique. L'équipage procédait ensuite au largage du LEM, qu'ils envoyaient d'ailleurs tout simplement s'écraser sur la Lune, et enfin, ils revenaient sur la Terre, à bord d'une minuscule capsule Apollo. Donc si on fait le calcul, sur les 2800 tonnes de masse au décollage, la fusée Saturn V et tout son contenu, seulement 0,2% revenait finalement sur Terre. On est donc très loin du scénario à la Tintin. Troisième solution, c'est le scénario 2020. Une autre formule, donc parmi plusieurs variantes possibles, consiste à lancer séparément les deux vaisseaux, l'un transportant l'équipage et l'autre conçu pour allunir. Chacun fait route séparément pour finalement se placer sur une orbite lunaire où ils ont rendez-vous. Cette formule présente plusieurs avantages, dont celui de nécessiter des fusées nettement moins puissantes qu'une Saturne V ou, en utilisant des fusées du même calibre, de pouvoir bénéficier de vaisseaux nettement plus lourds, donc offrant davantage de ressources. En outre, on expédie d'avance le module lunaire jusqu'à la Lune. Une fois celui-ci en place, on s'assure qu'il est en parfait état de fonctionnement et alors seulement on dépêche l'équipage. C'est donc la formule qu'utiliseront aussi bien les Américains que les Chinois. Pour les premiers, l'équipage voyagera à bord d'une capsule Orion, une version agrandie d'une capsule Apollo, capable de transporter 4 astronautes au lieu de 3. Quant au module lunaire, il pourra s'agir soit d'un vaisseau Starship de SpaceX, ou d'un LEM conçu par Blue Origin, et transporté par une fusée New Glenn. De leur côté, les Chinois utiliseront 2 fusées dites Changzheng 10, ou Longue Marche 10 en français, pour lancer séparément le module lunaire et le vaisseau de transport. Notons que cette fusée est comparable à la SLS du programme Artemis. Elle mesure 88,50 mètres de haut, l'équivalent d'un édifice de 29 étages. Elle aura une masse au décollage de 2200 tonnes et aura la capacité d'expédier vers la Lune des vaisseaux de 27 tonnes. C'est peu ou prou les mêmes paramètres que ceux de la fusée SLS de la NASA. Quel hasard! Dans un premier temps, le module lunaire baptisé l'ANU sera placé sur orbite autour de la Lune. L'équipage s'envolera ensuite à bord d'un vaisseau de transport appelé Mengzhou. Ce vaisseau a une masse de 26 tonnes qui est comparable aux 24 tonnes et demie du vaisseau Apollo. Les Mengzhou sont réutilisables et conçus pour réaliser des missions sur orbite autour de la Terre, dont l'arrimage des stations orbitales, ou pour effectuer des missions dans l'espace lointain, c'est-à-dire vers la Lune ou même au-delà. Dans le cas d'une mission lunaire, Mengzhou s'arrimera donc au module Lanyu d'une masse de 26 tonnes qui est comparable aux 15 tonnes du module lunaire d'Apollo. 2 hommes prendront alors place à bord d'un module lunaire afin d'aller explorer la surface en utilisant une panoplie d'équipements dont une Jeep lunaire baptisée Tansuo, comme l'ont fait les astronautes des 3 dernières missions Apollo. Ce module lunaire ressemble plus ou moins au LEM d'Apollo. Il est constitué de 2 étages et est doté de 4 pattes. Il transportera 2 astronautes entre l'orbite lunaire et la surface. Un étage de propulsion sera utilisé pour la descente avant d'être largué juste avant que l'ANU ne se pose sur le sol. L'un des responsables du projet précise que l'atterrisseur est équipé de plusieurs moteurs qui fonctionnent de façon redondante afin de se relayer en cas de défaillance. Les autres peuvent ramener les astronautes en toute sécurité en orbite lunaire, leur permettant ainsi de rentrer sur Terre. Au terme de leur séjour sur la Lune, qui pourrait s'étendre sur même quelques semaines, les explorateurs lunaires rejoignent le Mengzhou, à bord duquel ils regagnent la Terre à la manière d'une mission Apollo. Notons que la formule chinoise est beaucoup plus simple que celle du programme Artemis, puisqu'elle utilise le même type de fusée pour lancer les 2 vaisseaux, et ces vaisseaux s'apparentent beaucoup au CSM et au LEM d'Apollo, ce qui n'est pas le cas du côté américain. Pourquoi faire simple ? Le 16 avril 2021, la NASA prend une décision qui surprend l'ensemble de la communauté spatiale.
Elle confie à SpaceX le mandat de concevoir le module lunaire qui amènera les astronautes d'Artemis sur la Lune. Elle appelle cette composante du projet le HLS pour Human Landing System. SpaceX était en compétition contre Blue Origin et Dynetics. Ces entreprises proposaient des concepts de modules lunaires plus ou moins semblables aux LEM du programme Apollo. Or, la NASA a préféré une solution radicalement différente, un vaisseau ressemblant davantage à la fusée de Tintin. En effet, le Starship HLS fait quand même 52 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 17 étages, et il a une masse de 100 tonnes. Si on compare avec le LEM d'Apollo, il mesurait 7 mètres de haut et pesait seulement 15 tonnes, tandis que le Blue Moon, proposé par Blue Origin, mesurait 16 mètres de haut pour une masse de 45 tonnes. C'est dire que le Starship HLS est 7 fois et demi plus haut qu'un LEM et 3 fois plus haut qu'un Blue Moon. Depuis le sommet de cette énorme structure, les astronautes devront par conséquent descendre le long d'une échelle, à la manière de Tintin, ou utiliser un monte-charge. Aux yeux de nombreux observateurs, il s'agit là d'un choix très audacieux, voire très risqué. Risqué en effet, puisqu'à l'époque, Starship n'avait jamais volé. Or, il a depuis décollé 11 fois lors d'essais en vols suborbitaux et vols qui ont cumulé des succès mitigés. En 2025, 3 des 5 tirs de Starship ont échoué, alors que 2 autres vaisseaux ont explosé au sol alors qu'ils étaient préparés pour leur lancement. On peut ainsi attribuer un taux de réussite de seulement 70% aux 11 essais de Starship, et ce sans compter les 2 accidents au sol. De tels résultats ont poussé le patron par intérim de la NASA à réouvrir le contrat que SpaceX détient pour la livraison du HLS de la mission Artemis 3, mission prévue pour 2027. Ainsi, le 20 octobre dernier, Shane Duffy fait une annonce renversante. Le problème, dit-il, c'est que SpaceX est en retard et repousse constamment ses échéanciers. Mais nous sommes engagés dans une course contre la Chine. Nous voulons, le président et moi, être de retour sur la Lune avant la fin de son mandat qui expire le 20 janvier 2029. Et c'est ainsi que la NASA autorisera par la suite d'autres entreprises à proposer leurs solutions. J'ouvre donc l'appel d'offres, déclara Sean Duffy. Je vais permettre à d'autres entreprises de rivaliser avec SpaceX, dont Blue Origin. Nous allons donc assister à une véritable course entre les entreprises américaines pour voir laquelle sera la première à nous ramener sur la Lune. Mais comme le fait si fréquemment son patron, Donald Trump, Duffy n'explique pas comment se déroulera cette course ni comment elle sera financée. Pour sa part, Bethany Stevens, attachée de presse de la NASA, précisait que SpaceX et Blue Origin auront la possibilité de présenter leurs solutions d'ici le 29 octobre. La NASA va aussi solliciter l'ensemble du secteur privé afin de se faire proposer des idées qui pourraient accélérer le programme Artemis. Et la réponse d'Elon Musk au propos du patron de la NASA ne s'est pas fait attendre. Sur son réseau X, il a mis en doute les compétences et même l'intelligence de Sean Duffy en le traitant de crétin. Est-il acceptable que quelqu'un dont le seul fait d'armes aura été d'avoir grimpé aux arbres, de diriger maintenant le programme spatial américain ? Musk fait alors allusion au début de carrière de Duffy comme bûcheron. Et le patron de SpaceX enfonce encore le clou. Avoir un administrateur de la NASA qui ne connaît absolument rien aux fusées ni aux engins spatiaux compromet le programme spatial des États-Unis et met en danger nos astronautes. Du Musk tout craché. Notons par contre qu'entre-temps, en décembre, Duffy est remplacé à la tête de la NASA par Jared Isaacman. Or, voilà qui pourrait remettre une fois de plus en question la suite des choses. Starship, un cul-de-sac. La volte-face de Sean Duffy fait suite au fait que tout au long de l'année, une foule d'experts ont remis en question le concept même du HLS de SpaceX. Ce flot de critiques vient de ce qu'il saute aux yeux de tous que jamais ce vaisseau ne sera prêt à temps pour la mission Artemis 3, ni en 2027,
c'est l'année prochaine, ni même en 2028 ou en 2029. On doute de plus en plus que Starship sera un jour capable même de remplir sa mission. Et c'est ainsi que Dan Dumbacher, ancien haut gradé de la NASA, déclarait en février dernier qu'il était peu probable que le HLS soit capable d'acheminer des astronautes sur la Lune avant la fin de la décennie. Le scénario actuel, souligne-t-il, nécessite de 35 à 40 lancements de Starship afin de démontrer sa capacité à mener à bien les missions Artemis 3. Dumbacher fait ainsi allusion au fait que pour réaliser une mission lunaire, un HLS doit être ravitaillé en carburant une fois placé sur orbite terrestre et avant de s'élancer vers la Lune. Or, il faudra une bonne dizaine de Starship pour ravitailler ce module lunaire, sinon même jusqu'à une quarantaine, estiment certains experts indépendants. Une telle opération, qui n'a jamais été tentée, représente d'immenses défis techniques et logistiques. En outre, SpaceX doit accomplir un vol de démonstration de son HLS sans équipage avant que la NASA puisse procéder à la mission Artemis 3. C'est ainsi que Dan Dumbacher se pose la question, est-il envisageable de réaliser 40 lancements de Starship, de procéder à la démonstration de la procédure de ravitaillement et de faire la démonstration d'un vol HLS sans équipage d'ici 2030 ? Ce à quoi il répond, la probabilité de réussite d'un tel scénario est au mieux infime, Claude. Incidemment, il y a un an, au début de 2025, SpaceX prévoyait réaliser cette mission de démonstration au cours des mois à venir. Cette mission comprendrait également l'annulissage et un décollage depuis le sol lunaire. Elon Musk prévoyait même procéder à 25 tirs de Starship durant l'année, dont des missions orbitales. Évidemment, avec 5 lancements, dont 3 échecs et 2 accidents au sol, survenus durant l'année 2025, on est extrêmement loin du compte. De son côté, l'ex-administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, considère comme hautement improbable le fait que la NASA puisse faire parvenir des astronautes sur la Lune avant la Chine. À ma connaissance, déclare-t-il, devant un comité du Congrès, aucun administrateur de la NASA n'aurait opté pour un tel scénario s'il avait eu le choix. Au moment où a été prise la décision de confier le HLS à SpaceX, la NASA était dirigée de façon intérimaire par Steve Jurczyk, qui n'avait donc pas les pleins pouvoirs. En une autre occasion, Bridenstine ajoute « La probabilité de devancer la Chine tend rapidement vers zéro. Il nous faut changer de stratégie. » Voilà qui a de quoi saper le moral des équipes américaines. C'est le moins qu'on peut dire. Quant à son prédécesseur à la tête de la NASA, Charles Bolden, il se questionnait. Comment en est-on arrivé là à devoir effectuer 11 lancements pour envoyer un équipage sur la Lune? Soyons réalistes, de poursuivre Bolden. Tout le monde sait que promettre de parvenir sur la Lune avant la fin du mandat de Donald Trump ou avant les Chinois ne fait aucunement avancer les choses. Pour sa part, le groupe d'experts indépendants chargé de conseiller la NASA en matière de sécurité renchérit en disant fortement douter que le HLS soit prêt à temps pour la mission Artemis 3. Le HLS accuse des retards de plusieurs années, est-il même constaté. On rapporte même qu'en privé, des responsables de la NASA reconnaissent déjà que la date d'Artemis 3 sera probablement repoussée à 2028. Et enfin, Douglas Lovero, autre ex-cadre supérieur de la NASA, ainsi que d'autres anciens hauts responsables prédisent que l'HLS ne sera pas prêt même avant 2032. Et oui, on parle de 2032. Par contre, pour sa part, Elon Musk se montrait toujours aussi confiant en septembre dernier quant à la progression du programme Artemis. Sauf imprévu majeur, dit-il, SpaceX démontrera l'année prochaine, donc cette année en 2026, sa pleine réusabilité ainsi que la récupération à la fois du lanceur et du vaisseau Starship, tout en étant capable de placer plus de 100 tonnes sur orbite. Mais comme l'admet lui-même Musk, sauf imprévu majeur.
Et néanmoins, comme le rappelle le New York Times, Musk est connu pour ses promesses de percées technologiques rapides, promesses qui finissent souvent par prendre beaucoup plus de temps que prévu, sinon même à ne jamais se réaliser. On peut citer entre autres ses promesses de voitures entièrement autonomes ou des tunnels sous Los Angeles afin de soulager les embouteillages. À l'heure actuelle, certains responsables du gouvernement craignent que ces engagements concernant l'envoi d'astronautes sur la Lune ne connaissent le même sort. Pendant ce temps, la Chine progresse. De son côté, la Chine ne cesse de marquer des progrès réguliers. Durant les 2 années qui se sont écoulées depuis l'annonce de 2023, ce pays mène son programme lunaire tambour battant. C'est ainsi qu'en mars 2025, le quotidien China Daily faisait état des progrès réguliers. Tous les travaux de recherche et de construction avancent comme prévu, indique-t-on, en vue d'envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2030. Selon la CMSA, la China Manned Space Agency, l'agence spatiale chargée de réaliser ce projet, tous les éléments du projet, à savoir la fusée porteuse Changzheng 10, le vaisseau de transport d'équipage Mengzhou, le module lunaire Lanyu, les scaphandres lunaires Wangzhou et la Jeep lunaire Tangqiu, sont actuellement en phase de développement de prototypes et leur conception se déroule comme prévu. Et oui, effectivement, pendant ce temps-là, la construction des installations d'essai et de tir de fusée est bel et bien en cours au centre de lancement de Wenchang, tandis qu'un 4e groupe d'astronautes, recruté en juin 2024, s'entraîne déjà aux futures missions lunaires. Le 17 juin, la Chine a procédé à un test d'éjection d'urgence de la capsule Mengzhou. Ce jour-là, au centre de lancement de Jiuquan, les moteurs fusées de ce système sont activés, propulsant la capsule dans les airs. 20 secondes plus tard, elle atteint l'altitude requise, se sépare du système d'éjection, puis déploie ses parachutes avant de revenir se poser en douceur. C'est là un test crucial puisqu'il vise à vérifier qu'en cas de défaillance de la fusée porteuse lors d'un lancement, l'équipage pourra être ramené sur Terre sain et sauf. Le 6 août, la Chine réalise un essai complet de son module lunaire, simulant un atterrissage et un décollage depuis la Lune. Encore là, c'est une étape majeure, puisqu'elle valide le fonctionnement de l'ensemble des systèmes du module lunaire, ainsi que des procédures d'alunissage et de décollage. 9 jours plus tard, la Chine effectue l'allumage des 7 moteurs du premier étage de la fusée Changzheng 10. Cet étage demeurait rivé au sol, tandis que ses moteurs produisent 1000 tonnes de poussée durant 30 secondes. Cet essai a validé la capacité des 7 moteurs du premier étage à fonctionner simultanément dans des conditions normales et en haute puissance, indique l'agence spatiale responsable du test. Elle conclut en précisant que l'essai a été un succès total. Voilà qui amène les responsables du programme à annoncer fin octobre qu'ils prévoient procéder au premier tir de leur fusée lunaire en 2026. Du coup, ils confirment que les principales composantes de leur programme, c'est-à-dire fusée, vaisseau, scaphandre et jeep lunaire, ont complété leur phase principale de développement. Et ceci ajoute « Nous demeurons fermes quant à notre objectif de réaliser un alunissage d'ici 2030 ». On nous annonce aussi que ce premier test de la fusée emportera un vaisseau Mengzhou sans équipage qui ira s'arrimer à la station spatiale Tiangong. Cette mission servira non seulement à vérifier le comportement en vol du vaisseau, mais également à livrer du cargo aux 3 astronautes qui séjournent à bord de la station spatiale. Dans ce contexte, on comprend bien l'inquiétude grandissante qu'éprouvent les Américains, comme en témoignait dès février Mike Aridopoulos, un représentant républicain au Congrès américain. Nous sommes engagés dans une course vers la Lune et les États-Unis doivent gagner cette course. De son côté, sa collègue démocrate, Valérie Fouchy, nuançait fortement cette certitude. Je ne peux pas faire comme si le chaos, la confusion et la cruauté infligées aux employés du gouvernement fédéral par l'administration Trump n'avaient pas d'impact négatif sur les États-Unis, sur notre position dans le monde et sur nos efforts pour envoyer des astronautes sur la Lune, et ce, avant la Chine.
Puis, en décembre, Mike Griffin, un autre ex-administrateur de la NASA, faisait valoir que le problème auquel nous sommes confrontés n'est pas la montée en puissance de la Chine, puisque nous n'avons aucun contrôle sur ce que font les Chinois. Mais nous avons le contrôle sur nos propres actions. Actions que Griffin qualifie pourtant d'au mieux de médiocres. Comme ses prédécesseurs, il dénonce vertement la conception même du programme Artemis. Il dit « La mission Artemis 3 et les suivantes devaient être purement annulées, propose-t-il, et nous devrions tout reprendre à zéro. » C'est là qu'on est rendu. Conclusion, une belle course à suivre. Au moment où nous préparons ce balado, c'est-à-dire mi-janvier, le lancement de la deuxième mission Artemis reste prévu pour le 6 février. Cependant, la NASA ne semble vraiment pas prête. Il est plus vraisemblable que ce vol, le premier à emporter un équipage vers la Lune, n'aura pas lieu avant mars ou avril au plus tôt. On se rappellera d'ailleurs que le vol inaugural du programme Artemis est survenu avec 5 mois de retard, tel que raconté dans le balado 102, l'actualité 2022 commentée. Artemis 1 devait s'envoler en juin 2022, tandis que la mission Artemis 2 était prévue pour 2024. Il vaut la peine de rappeler rapidement les péripéties de ce premier tir, car cela nous donnerait une idée de ce qui pourrait survenir ces prochaines semaines, ces prochains mois. Notons qu'à l'heure où nous enregistrons, la fusée SLS de la mission Artemis 2 est fin prête, mais qu'elle se trouve toujours dans son bâtiment d'assemblage, le fameux VAB, le Vehicle Assembly Building. La sortie du VAB est alors prévue pour le samedi 17 janvier, au plus tôt, pour un lancement à partir du 6 février. Mais il apparaît déjà très probable que ce tir sera reporté de mars à avril, sinon même beaucoup plus tard. En effet, si on revient sur le scénario d'Artemis 1, la fusée SLS a été sortie du bâtiment d'assemblage le 17 mars 2022 pour être installée sur son pas de tir. On devait alors procéder à un tir simulé de la fusée, qui est une étape cruciale et qui doit pouvoir être absolument réalisée avec succès avant tout lancement. Hélas, cette opération s'est heurtée à une foule d'ennuis et de retards techniques. Ce test devait être effectué au début avril, mais il n'a finalement été réalisé qu'en juin. Et seulement alors, le lancement d'Artemis 1 a pu être fixé au 29 août, soit plus de 2 mois après la simulation de lancement. Mais ce jour-là, le départ a été annulé en raison d'un problème technique survenu sur la fusée. On procède ensuite à une deuxième tentative le 3 septembre, mais là encore, le lancement est annulé en raison d'un autre problème avec la fusée. Le 27 septembre, la NASA se prépare à une troisième tentative, mais l'arrivée imminente de l'ouragan Ian, de catégorie 4, la force à mettre à l'abri sa fusée dans le VAB. Le 4 novembre, la SLS est de retour sur son pas de tir en prévision d'un lancement fixé alors maintenant au 14 novembre. Mais le 10, l'ouragan Nicole s'abat sur Cap Canaveral. Il arrive en fait si vite sur les lieux que la NASA n'a même pas le temps de mettre à l'abri sa SLS. La fusée est endommagée, mais heureusement sans gravité. Le lancement est reprogrammé pour le 16 novembre, et ce jour-là, enfin, elle s'envole sans problème. Autrement dit, on ne devrait pas se surprendre si Artemis 2 ne s'envole pas de sitôt. Bien qu'au moins, cette fois, on n'est pas dans la saison des ouragans. Oui, et on peut rappeler aussi que souvent, ce sont des problèmes avec l'hydrogène, qui est un carburant qui n'a qu'une seule envie, c'est de fuir un petit peu partout. Donc peut-être, on verra s'ils ont résolu leur problème de fuite d'hydrogène. C'est ce qu'on verra, effectivement. Un avant-goût de la course. De son côté, la Chine se prépare à lancer sa première fusée lunaire Changzheng 10 sans équipage. Elle n'a cependant pas encore annoncé de date, mais on pense que ce lancement pourrait survenir d'ici le printemps. Ainsi, sait-on jamais, peut-être assisterons-nous à une course entre les deux fusées lunaires. Eh oui, Florent, le suspense reste entier. Mais malgré le fait que les Américains réalisent leur deuxième mission lunaire, il semble à ce jour que les Chinois soient dans l'ensemble un peu en avance sur eux, notamment en ce qui concerne le vaisseau qui permettra de se poser sur la Lune.
Les Américains, eux, ont l'air assez empêtrés pour pas mal d'années autour de la mise au point du HLS de SpaceX, ou par son remplacement éventuel par une autre solution de transport, alors que la mise au point du Lanyu chinois progresse. C'est dire que l'issue de la course, à savoir qui sera le premier à parvenir à nouveau sur le sol lunaire, est loin, loin, loin d'être terminée. C'est le moins qu'on peut se dire. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de merveilleux dans tout ça, c'est le fait que, contrairement aux années 1960, alors qu'on ignorait tout de ce que préparaient les Soviétiques, cette fois, les Chinois nous indiquent ce qu'ils font et, surtout, ce qu'ils prévoient faire. On n'assiste donc pas à une course en aveugle où on devait constamment spéculer et sans savoir où en étaient rendus les Soviétiques. On est plutôt témoin d'une véritable course. Et voilà qui termine notre exposé d'aujourd'hui. En fait, je vais vous raconter que quand j'ai préparé ce balado-là, j'ai trouvé ça amusant en me disant je dois préparer un balado en fonction d'un possible lancement en début de février, tout en étant à peu près certain que ce lancement n'aura pas lieu avant mars ou avril. Il faut savoir qu'au début, qu'il y a une fenêtre de lancement qui dure quelques jours chaque mois. Dans le cas du mois de février, c'est du 6 au 11 février. Au mois de mars, c'est sensiblement les mêmes dates. Donc, je pense que vous écoutez un balado alors que vous savez que la fusée ne s'envolera pas au début de février, peut-être reportée en mars ou en avril, alors que moi, au moment où on le prépare, je dois me tenir compte du fait que peut-être qu'on va s'envoler le 6, 7 ou 8 février. Il faut savoir aussi que le lancement, il est prévu vers peu après minuit, heure locale. Donc, pour vous en Europe, ce serait en début de matinée, vers 6 heures du matin, avec le décalage horaire. C'est un lancement de nuit. C'est à la fois spectaculaire, mais moins qu'un lancement de jour, parce que les caméras ne peuvent pas filmer de façon rendre adéquate un lancement de nuit. Sur place, ça doit être absolument extraordinaire. J'aurais aimé d'ailleurs aller assister au lancement, mais c'est un véritable cauchemar, comme l'illustre un peu le lancement de Artemis 1. Si j'avais eu à le couvrir, j'aurais dû me rendre au moins 4 fois à Cap Canaveral sans jamais savoir si la fusée va réellement décoller. Je pense que ça va être la même chose cette fois-ci. Donc, il faut suivre cette mission-là. Peut-être que nous ferons un deuxième balado où on parlera plus en détail de la mission Artemis 2. Vous avez remarqué qu'on n'en parle pas vraiment dans ce balado-ci. La raison aussi où j'ai certaines hésitations, c'est que c'est sûr qu'au moment du lancement d'Artemis 2, les médias vont en parler abondamment. Ils vont vous parler exactement de ce que vont faire l'équipage, etc. Je songe à en faire un, mais je suis moins certain de la pertinence. Quoi qu'il en soit, on poursuit nos balados. Dans 2 semaines, on vous arrive avec un nouveau balado. Et soit dit en passant, je me permets de dire que je suis extrêmement heureux de la venue de Cédric. C'est un bel ajout à notre équipage. Notre équipage ne cesse de grandir et c'est formidable. En terminant, si vous avez le goût de nous écrire, de me faire des commentaires, des suggestions, de me poser des questions, bien, vous êtes toujours les bienvenus et sachez que je vous réponds. Ça me fait plaisir de vous répondre. Donc, vous pouvez communiquer avec nous à baladovde@gmail.com, baladovde@gmail.com, et on se retrouve dans 2 semaines. Merci à Claude pour ce balado, merci à Cédric Caillot pour sa participation, merci à Dylan Baillargeon et Laurent Runégo pour la diffusion, et surtout merci à vous qui nous écoutez, merci aux personnes sur Patreon qui nous soutiennent, et on vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.